Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien et je veux commencer cette vidéo par vous expliquer pourquoi je la fais et ce que vous allez trouver vraiment dedans. Si vous cherchez la dernière pépite à acheter ou encore une stratégie juste à copier-coller bêtement, alors vous pouvez tout de suite quitter la vidéo, il n'y aura rien de ça dans celle-ci. Par contre, si vous voulez vous poser les bonnes questions, pour l'investissement, cette vidéo est vraiment faite pour vous et vous devez la voir. Mon but ici et maintenant, c'est de vous donner les clés pour mettre en place la réflexion nécessaire et construire une stratégie d'investissement. L'investissement, ce n'est pas un gamble, ce n'est pas un pari, c'est quelque chose qui se construit et qui se réfléchit. Car si vous investissez, vous le faites avec un but en tête, un objectif en tête. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important, même pourquoi c'est essentiel. Vous devez investir en conscience et non pas sous l'émotion. Alors oui, ça paraît logique, oui, ça paraît essentiel, mais je vous le dis, même si vous pensez que ce n'est pas la réalité, même si vous pensez que pour vous tout est bon, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas, en tout cas pas totalement. Alors je rencontre beaucoup de personnes, et quand je rencontre des personnes, j'entends souvent des histoires qui sont totalement hallucinantes. On pense même que ça ne peut pas arriver, même si je suis sûr que ça pourra parler peut-être à certains d'entre vous. J'ai notamment deux histoires en tête et qui m'ont donné envie de faire cette vidéo-là. La première, c'est quelqu'un qui a commencé à investir il y a 6-7 ans en crypto, et depuis, il a exactement le même investissement. Il n'a jamais rien vendu. Là-dessus, vous vous dites, c'est du Bitcoin. Non, ce n'est pas du Bitcoin. Il est passé de 2500 € à plus de 500 000 €, puis 15 000 €, puis 165 000 €, et puis maintenant, aujourd'hui, 50 000 €. Et oui, il n'a toujours rien vendu. Tout ça parce qu'il n'a pas de stratégie, il n'a pas de stratégie de vente, il n'a pas de stratégie d'achat, il a juste acheté pour acheter sans aucun but. Et il est toujours coincé avec le même altcoin, persuadé qu'il remontera certainement un jour à 500 000, là où malheureusement il n'a pas su vendre. Je pense que vous commencez à comprendre les problématiques qui sont en train d'avoir lieu. Ma deuxième, c'est pire, voire même bien pire, et pourtant c'est vraiment très courant, c'est un groupe d'amis qui a décidé ensemble d'investir sur une crypto avec des petits montants. Alors, ils sont soudés, ils se disent qu'ils vont holder ensemble, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes, en tout cas pour l'instant. Fort de cette réussite, la crypto monte, ils font des gains, ils ne vendent pas, ils investissent plus, encore plus, et là il s'avère que le projet est un rug pull, donc c'est-à-dire globalement un scam. En une seconde, une énorme bougie rouge arrive, écrase absolument tout, direction 0. Sauf que au lieu de couper la perte, la communauté d'amis fait quoi? Se serre les coudes pour holder encore plus, voire même racheter, parce que c'est une opportunité, ça ne peut pas descendre, ça ne peut pas être un rug pull, donc ils ne veulent pas vendre, et le premier qui vend aura certainement perdu. Résultat, 100 000 $ perdus pour au départ se dire qu'ils investissaient que 500 $ chacun. Je pense que vous pensez que c'est aberrant et que ça peut arriver que aux autres. Et pourtant, ce sont des histoires vraiment que j'entends et que je vois, et j'en ai des centaines comme ça. Et c'est une réalité. Il est essentiel de savoir investir, il est essentiel de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc, il faut comprendre tout ce qui nous pousse à investir, tout ce qui nous pousse à mettre le premier euro, et avoir réellement une véritable vision d'ensemble avant de faire quoi que ce soit. Encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas un pari, c'est un investissement, et c'est un petit peu le but de cette vidéo. C'est de savoir comment investir et comment, personnellement, j'investirais 10 000 € actuellement, maintenant. Et oui, c'est un petit peu la question, et pour ça, comme je vous l'ai dit, l'important, c'est de se définir un objectif. Comprendre pourquoi on veut investir, qu'est-ce qui nous pousse à investir. Le pourquoi de l'investissement est vraiment essentiel, parce que globalement, c'est ce qui va déterminer toute la suite. Le pourquoi, c'est ce qui va déterminer les allocations qu'on aura, les cryptos qu'on va déterminer. Il n'y a pas que ça. Mais en l'occurrence, ça va jouer vraiment beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, si on a une volonté de conservation de patrimoine, donc on a déjà un patrimoine qui est relativement conséquent, et que là j'ai 10 000 € à rajouter en plus d'un patrimoine déjà existant et qui est assez conséquent, je vais être dans une phase de conservation, donc c'est quelque chose qui est encore différent. Je ne vais pas aller sur du meme-coin, je vais prendre beaucoup moins de risques, je vais aller plutôt même sur une diversification, et dans lequel, certainement, je vais, encore une fois, limiter mon risque. Parce que mon but n'est pas de construire un patrimoine, mon but est de préserver celui qui existe. Et de préserver de quoi? De l'inflation, mais pas que, c'est de le préserver de tout ce qui peut se passer autour, que ce soit des risques géopolitiques, on ira le voir dans quelques instants, qu'on ne va pas parler que de crypto aujourd'hui dans cette vidéo-là, mais c'est vraiment la préservation du risque. La deuxième chose, c'est grandir. Grandir, et oui, si je veux faire grandir un patrimoine, à un moment donné, je suis obligé de prendre quoi? Plus de risques. Vous allez le voir dans quelques instants, c'est tout à fait normal, même on va le voir maintenant, que risque est égal à rendement, d'accord? Comprenez bien qu'à un moment donné,
Si vous ne prenez pas de risque, vous n'aurez pas de rendement. Et si vous avez un rendement qui est très élevé, c'est que peut-être vous avez un risque qui est très élevé. Gardez-le en tête, on va revenir dessus dans quelques instants, parce que justement la problématique de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne se rendent pas forcément compte du volume de risque qu'ils prennent par rapport au rendement. Ils considèrent que faire x10, c'est zéro risque, alors qu'il y a vraiment des grosses problématiques, il faut comprendre tout ça. Deuxième chose, grandir, ça veut dire aussi prendre plus de risques, ne pas se diversifier, en tout cas pas trop, et surtout aller se diriger là où il y a du momentum. Là où il y a du momentum, ça sous-entend là où il y a de la volatilité, là où il y a un intérêt. À savoir que l'on sait qu'au niveau des crypto-monnaies, par exemple, on a des cycles de 4 ans, et ces cycles de 4 ans sous-entend qu'il y a des moments où c'est opportun d'acheter, il y a des moments où c'est opportun de vendre. Et tout ça détermine aussi votre stratégie qui est liée. Donc l'investissement n'est pas juste le fait de définir que vous allez mettre 100 € sur une crypto, sur une action, ou quoi que ce soit. L'investissement doit être dans un but d'accroissement de capital, de conservation, de préparation à la retraite, de se défendre des monnaies fiat, bref, peu importe la façon dans laquelle vous investissez et pourquoi vous investissez, à un moment donné, il faut impérativement avoir une idée de là où on va. Si on ne sait pas où on va, forcément, on peut prendre n'importe quelle route, on arrivera quelque part, mais pas forcément là où on souhaite aller. On a beau dire que toutes les routes mènent à Rome, c'est quand même très très faux, parce que le chemin peut être très très long et très différent en fonction de comment on le fait et de la façon dans laquelle on le fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, en fonction de notre objectif, on va définir un risque, on va définir un rendement, et il faut qu'il y ait un équilibre par rapport à ça. S'il n'y a pas d'équilibre, ça sous-entend que notre stratégie, notre façon de fonctionner n'est pas cohérente. Mais du coup, la question qu'il va falloir se poser, c'est par rapport à quoi? Équilibre par rapport à quoi? Comme je vous l'ai dit, par rapport aux objectifs. Si jamais j'ai un objectif qui n'est pas cohérent par rapport à là où je veux aller, à la façon dans laquelle je veux aller, c'est là où ça va poser problème. Gardez-le aussi en tête, vous inquiétez pas, on va le voir. Parce que la notion que j'ai abordée tout à l'heure, c'est la notion de conscience des risques. Est-ce que vous avez conscience, maintenant, ici, du risque que vous prenez par rapport à votre portefeuille? Est-ce que vous savez concrètement combien vous pouvez risquer? Combien la chute peut avoir lieu? Est-ce que vous savez que, par exemple, si vous êtes sur des altcoins, si vous avez acheté en mars, est-ce que vous avez conscience que vous pouviez avoir une chute de 70%, 75%? Est-ce que vous aviez conscience de ce risque-là? Est-ce que si, en ayant conscience de ce risque-là, vous auriez fait ce même investissement ou pas? C'est la véritable question que vous devez poser. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est de la connaissance. La connaissance et l'expérience, c'est aussi le fait de se dire, ok, j'ai un objectif. Et ne pas se dire qu'il y a une solution magique. On va revenir dessus, solution magique, je vous montrerai. Mais à un moment donné, s'il y a un objectif qui est de faire x10, x100, peu importe, et que vous pensez que vous ne prenez pas de risque ou très peu de risque, c'est qu'il y a une véritable problématique. D'accord? Ici, il faut vraiment prendre en considération que l'objectif que vous avez, que ce soit l'objectif qu'on détermine ici de grandir ou de conservation, et l'objectif numéraire, qui est ce que l'on veut, le rendement que l'on veut in fine, est-ce qu'il est cohérent par rapport à ce que vous souhaitez et l'idée que vous en avez? Et justement, la problématique des altcoins, c'est que dès qu'on veut faire des rendements qui sont conséquents, on se dit qu'on va sur les altcoins. Les altcoins, c'est large, par exemple. On parle de la crypto, parce que la crypto, c'est quand même ce qui est de plus volatile, ce qui est de plus représentatif de la notion de risque. On va revenir dessus dans une vision où se trouve la crypto par rapport à ça. Mais c'est une véritable problématique. C'est-à-dire que les altcoins, en effet, quand on va chercher des altcoins qui sont dans le top 10, dans le top 20, dans le top 50, oui, c'est moins risqué que du top 100, du top 1000, mais ça reste de la crypto, ça reste relativement risqué. Ça reste des altcoins, ce n'est pas Bitcoin, donc forcément c'est risqué, donc forcément on a de la volatilité, donc forcément on peut avoir des moins 60, moins 70%. Et justement, c'est là où vous devez vous poser. Est-ce que le risque que je prends est cohérent? Est-ce qu'il est cohérent par rapport à l'objectif que j'ai? Est-ce qu'il est cohérent par rapport à mon portefeuille? Est-ce que c'est réellement ce que je souhaite? Et aussi, est-ce que j'ai les moyens d'arriver à mes objectifs? Est-ce que le risque que je prends est en cohérence avec ce que je suis capable de pouvoir générer, de pouvoir mettre en face? Et est-ce que tout ça, couplé, me permet d'atteindre mon objectif? Ça, c'est très important d'avoir la représentation qu'avec 100 €, on ne peut pas faire 1 million. Ou alors, à ce moment-là, vous allez où? Au casino. D'accord? Vous allez au casino, vous ne faites plus d'investissement, vous, ici, vous pariez, et c'est simplement ça. À partir du moment où vous prenez 100 € et que vous voulez faire 1 million, c'est qu'il y a une problématique quelque part, ce n'est plus de l'investissement, c'est un pari, c'est encore autre chose, c'est une autre typologie de discussion. Mais les moyens sont essentiels pour pouvoir valider ce que l'on veut faire, comment on veut le faire,
et à un moment donné, est-ce que les objectifs sont cohérents par rapport à ce que l'on souhaite réellement et la capacité qu'on a de les appliquer. Et là-dessus, il y a une représentation qui est très importante, qui est la représentation ici d'une pyramide, qui est la pyramide tout simplement de l'investisseur que l'on pourra avoir, dans lequel on a le niveau de risque, qui est le moins risqué ici, dans lequel on va retrouver l'or, le cash par exemple. On va retrouver ensuite dans un truc qui est un petit peu plus risqué, des obligations, on va retrouver l'immobilier. L'immobilier, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre de l'endroit dans lequel on achète bien évidemment. Ensuite, on va avoir les ETF et les actions, donc quelque chose qui est un petit peu plus volatile, un petit peu plus risqué. On va avoir ensuite l'entrepreneuriat, et oui, les private sales, ou même le fait d'investir dans sa propre société. Ici, ça reste un petit peu plus risqué. Et on va avoir ensuite les cryptos tout en haut. Forcément, quand on est quelqu'un qui est à peu près classique dans une préservation de patrimoine, on va avoir une volonté de répartir ici quelque chose qui est à peu près cohérent, c'est-à-dire beaucoup plus dans les phases en bas et monter petit à petit. Plus il y a de risques, moins on investit parce qu'on fait de la gestion de risque. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt classique. Par contre, si on a une vocation, une volonté à aller chercher autre chose, c'est-à-dire le fait d'aller chercher beaucoup plus de volatilité, dans lequel on a peut-être une expertise. Si on a une expertise en immobilier, à ce moment-là, on va peut-être augmenter grandement la poche qui se trouve ici. Si on a une expertise en entrepreneuriat, à ce moment-là, on va augmenter la poche qu'on est dedans, on va réinvestir dans sa société pour générer plus d'argent, et donc plus de patrimoine et plus de capacité, et justement la poche crypto, ici, étant donné que c'est très risqué, ça sous-entend aussi que c'est très volatile et qu'il y a des rendements. À partir du moment où on a conscience, c'est pas illogique, mais il faut en avoir conscience. Je vois beaucoup de personnes qui rentrent en crypto dans lequel ils n'ont jamais fait d'investissement, c'est leur premier investissement, et donc qui rentrent en crypto sans forcément comprendre pourquoi ils rentrent, de quelle façon, en sachant juste qu'il y a des rendements à avoir, qu'on peut faire de l'argent, c'est quelque chose qui revient régulièrement, sans forcément comprendre que c'est de l'investissement derrière, et qu'il y a des règles à avoir, qu'il y a une gestion du risque à avoir, et ça, c'est essentiel. Les cryptos, oui, c'est un médium, oui, c'est important, oui, ça a de la volatilité, mais il y a aussi des risques. La volatilité est intéressante, mais c'est un risque aussi. Le fait de voir un bag d'altcoins, c'est-à-dire avoir par exemple 100 000 € qui sont investis ou 10 000 € qui sont investis dans des altcoins et perdre 60%, ça fait mal, très très mal. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très important de ce côté-là. Ensuite, on va voir la réglementation. La réglementation n'est pas encore terminée au terme des cryptos, donc forcément, il y a des risques. S'il y a des risques, ça veut dire aussi qu'il y a du rendement. Encore une fois, on n'oublie pas cette équation risque-rendement que l'on a. Ensuite, les cryptos, c'est avant-gardiste. C'est avant-gardiste, ça veut dire que c'est une technologie qui n'est pas encore définie, et forcément, on a un intérêt qui est dedans. Et oui, malgré tout ça, la crypto peut et permet de changer aussi de vie. À partir du moment où on sait ce que l'on fait et qu'on n'est plus dans le pari, qu'on est dans l'investissement et qu'on sait à quoi va servir cet argent-là. Encore une fois, à quoi va servir l'investissement que vous faites? On revient à quelque chose qui est essentiel, qui est la notion d'objectif. L'objectif, c'est concrètement, quand vous allez sortir du bull run, ce montant d'argent que vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire concrètement? Qu'est-ce que ça va changer votre vie? D'accord? Il faut le rattacher à quelque chose de votre vie. C'est vraiment très important. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous offrir une maison? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous offrir un voyage? Une liberté financière? Bref, peu importe, il faut que ce soit quelque chose qui soit concret et que vous soyez capable de dire « Ok, à ce montant-là, j'arrête ». Et c'est là où vous comprenez peut-être aussi une idée, c'est qu'il y a la notion de cupidité qui va être bien présente. Ici, la notion de cupidité, elle est vraiment essentielle. Si vous n'avez pas d'objectif qui est réel, qui est réalisable, à ce moment-là, la cupidité va prendre le pas et vous allez vous retrouver dans une des histoires que je vous ai données en début. C'est vraiment important. Je vais revenir régulièrement dessus. Les objectifs, c'est vraiment ce qui est le plus important. On n'oublie pas que objectif, c'est une des pierres. Le deuxième pierre, c'est les moyens. Est-ce que mon objectif est cohérent? Est-ce qu'il est fixé? Est-ce qu'il est numéraire? Est-ce que j'ai les moyens de l'atteindre? Est-ce que les cryptos me donnent les moyens de l'atteindre? Est-ce que j'ai conscience du risque que je prends? À ce moment-là, en effet, je peux faire la construction d'un portefeuille, et c'est un petit peu l'idée qu'on va voir ici. La construction du portefeuille, elle ne se fait pas tout simplement, elle se fait principalement par rapport à qui je suis. Encore une fois, mon objectif, mes moyens. Bon là, les moyens, c'est simple, c'est 10 000 €, mais mon objectif, qu'est-ce qu'il est? Bon, mon objectif, il est assez simple maintenant, avec 10 000 €, ça ne va pas être dans la conservation de patrimoine, ça va être plus dans le faire d'accroître, c'est une chose, oui, mais après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Quel profil psychologique je suis? Globalement, est-ce que je suis quelqu'un qui est conservateur? Est-ce que je suis quelqu'un qui est spéculateur? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime vraiment prendre des risques? Est-ce que je suis quelqu'un qui a une bonne gestion du risque? À contrario, est-ce que je suis quelqu'un qui réagit sur l'émotion? Est-ce que je suis quelqu'un qui réagit beaucoup à la notion de
FOMO. D'accord, le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Globalement, c'est quoi? C'est au moment où on voit les cours qui accélèrent à la hausse, et que dans cette accélération à la hausse, ben, on se dit qu'on n'est pas dans le train. On se dit que on n'a pas assez acheté, qu'il faut acheter. C'est le moment. C'est ceux qui sont arrivés en mars. Ici, mars 2024. C'est ceux qui sont arrivés en novembre 2021. Et oui, je vous reconnais, vous. Témoignez, mettez-le en commentaire, expliquez justement cette notion de FOMO et ce qui s'est passé. Apprenez à ceux qui sont arrivés. Montrez que, en effet, ici, c'est pas gênant de rentrer ici. Par contre, il faut avoir une gestion du risque. Il faut savoir qu'on peut aller plus bas. Et chaque personne est différente. Chaque personne va gérer. Il y en a qui sont partis, il y en a qui ont capitulé, il y en a qui sont toujours présents, il y en a qui ont limité leur risque, il y en a qui ont racheté, il y en a qui ont tout simplement fermé les yeux en maintenant leur crypto dans leurs mains et en écoutant ma douce voix tous les matins. Mais peu importe, somme toute, on est tous différents. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le profil psychologique va déterminer la composition de votre portefeuille et doit déterminer la composition de votre portefeuille, doit être cohérent par rapport à ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai mis, vous le retrouvez en commentaire en description, ici un test gratuit qui vous permet de déterminer votre profil psychologique, qui vous donne des éléments pour construire votre portefeuille, qui vous donne des exemples, qui vous aide à comprendre quelles sont vos forces, vos faiblesses. C'est 100% gratuit, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Bref, l'important c'est de comprendre qui vous êtes, vos objectifs, vos moyens, pour arriver à la construction de votre portefeuille. Et ça, c'est vraiment le plus important. Là-dessus, je vais vous donner un exemple avant d'entamer la suite. Par exemple, quelqu'un qui est conservateur et qui a un objectif de x100. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque pas? Est-ce que là, on n'a pas un élément où on peut se poser vraiment des questions sur la personne? Non, il y a une problématique. Quand on est conservateur, on ne doit pas avoir d'objectif de x100. D'accord? Là-dessus, il y a une problématique. C'est pareil, si on est conservateur et qu'on n'a pas de vision long terme, c'est qu'il y a une problématique. Si on est conservateur et qu'on a que des cryptos, c'est qu'il y a peut-être une problématique. Si on est conservateur et que à côté, on n'a que des altcoins, c'est qu'il y a une problématique. Et là, il y a une réflexion à avoir sur son propre portefeuille pour pouvoir le mettre en place. Donc là, on va découler. Comment, derrière, avec 10 000 euros, j'investirai? Il y a une réflexion générale, je ne vais pas vous donner l'investissement lui-même, je vais vous décrire la réflexion que l'on doit avoir tout du long, de façon à vous armer tout simplement sur la représentation et la construction du portefeuille, que vous l'ayez construit ou pas, que vous y réfléchissez ou pas. Oui, c'est important de toujours remettre en question ce qu'on est en train de faire. Et globalement, si on était conservateur, dans ce cas-là, il y aurait une réflexion à avoir du BTC et de l'Ethereum, et voire même du Solana. Solana étant la part un petit peu risquée du portefeuille avec Ethereum, et BTC serait ici vraiment la partie stable. Là, à ce moment-là, on aurait une notion de gestion de risque qui serait tout à fait cohérente, et une gestion des émotions, parce qu'on a très peu de volatilité, en tout cas que la volatilité liée à la crypto, qui est celle de BTC. BTC étant quand même la crypto la moins volatile, et dans lequel il y a moins de problématiques, en tout cas de risque de réglementation. Bitcoin a été défini comme étant une commodities, donc considéré comme de l'or, de l'argent ou du platinium, peu importe, par les États-Unis, il y a moins de risques, beaucoup moins de risques que Ethereum. Ethereum dans lequel on sait qu'il y a encore une réglementation qui est floue, pareil pour Solana. Et donc à ce moment-là, on va avoir une part de risque qui vont être dans ces deux-là, et BTC qui va être là. Par contre, est-ce que ce type de portefeuille ici, peu importe, là j'ai pas parlé encore de représentation, mais admettons si on parle d'une représentation, on pourra avoir 60% ici, on pourra avoir 20, 20, on pourrait même avoir 60, 30, 10, peu importe. Là-dessus, il y aura assez peu de changements en termes de rendement, mais ici, si quelqu'un cherche à avoir x10, ça ne marchera pas, d'accord? Même si on l'a acheté au plus bas du cycle, on ne va pas aller chercher un x10. Quoique, avec Solana, par exemple, on aurait pu aller chercher un x10. Mais c'est compliqué, parce qu'après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, on va en reparler un peu après. Ça va être la stratégie de vente, d'accord? La stratégie de vente qui va être déterminante. Et à quel moment vous avez acheté? Quelle est votre stratégie d'achat? À quel moment vous arrivez dans le cycle? Est-ce que vous êtes dans la partie basse du cycle avant l'expansion? Ou est-ce que vous êtes dans la partie haute du cycle, dans lequel vous avez encore une phase d'expansion, mais vous avez derrière la partie bear market qui va arriver? Encore une fois, tout ça, ça dépend. Mais pour moi, ce type de représentation de portefeuille, ici, on va avoir une représentation qui va être plus dans les alentours de x3 à globalement x5, en fonction de la stratégie de sortie et en fonction du moment où on est arrivé. Et oui, c'est quand même plutôt cohérent avec la notion de conservateur.
et la construction du portefeuille est cohérent par rapport au profil. Et c'est là où il faut vraiment avoir cette réflexion continuelle sur les cryptos. Et c'est d'autant plus vrai sur les cryptos. Est-ce que je suis full crypto ou pas? Est-ce que c'est 10% de mon portefeuille, de mon patrimoine? Est-ce que c'est 20, 30, 40%? Est-ce que à côté j'ai une maison? Est-ce que j'ai un crédit? Est-ce que j'ai des actions? En fait, toute la représentation de l'investissement doit être là-dedans. Juste penser que vous faites de l'investissement crypto, vous achetez de la crypto comme un pari, peut-être ce n'est pas la bonne réflexion, peut-être qu'il faut aller beaucoup plus loin, et pour moi c'est là où c'est excessivement important. Et justement, dans la réflexion des cryptos, quels sont les cryptos qui vont intégrer votre portefeuille par rapport à qui vous êtes? Vous inquiétez pas, on va revenir, je vais vous donner des exemples. Mais il va falloir définir quel type de cap c'est. Ça sous-entend quel est le top de cette crypto, c'est-à-dire est-ce que ça fait partie du top 10, du top 20, du top 50, du top 100, voire du top 200, top 1000? Est-ce que c'est une moyenne cap, une grosse cap, une petite cap? Ça sous-entend aussi quelle est la taille de cette crypto et quel est le risque qui est lié. Plus on va être dans une petite market cap, plus on aura du risque, et il faut vraiment le prendre en considération. Ensuite, il va y avoir le style de projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est technologique? Est-ce que c'est quelque chose qui apporte dans une niche une réponse? Est-ce que le projet est solide? Est-ce que les personnes qui sont dedans sont solides? En fait, c'est la réflexion fondamentale pure et dure. Et ensuite, on va avoir le narratif. C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est une layer 1? Est-ce que c'est derrière du DePIN, c'est-à-dire l'infrastructure décentralisée? Est-ce que c'est cohérent par rapport aux besoins réels du marché? Et ensuite, on va voir quel est le temps que j'ai alloué à tout ça. Alors ça va être vraiment déterminant, parce que plus vous allez rentrer dans les détails du narratif, du style de projet, du type de market cap, plus ça vous prend du temps. Plus ça vous prend du temps, plus vous allez peut-être vous intéresser à un nombre de cryptos important, et donc plus vous avez de cryptos importants, plus vous allez devoir faire ces recherches-là, plus ça va vous prendre du temps, et plus vous allez devoir allouer du temps à la gestion et au maintien de votre portefeuille. Bah oui, parce que c'est quelque chose qui vit continuellement. Et justement, je vais vous donner un petit peu d'éléments par rapport à ça. Pour vous donner un petit peu, dans la construction d'un portefeuille, le BTC représente la diminution de la volatilité du portefeuille en lui-même. C'est quelque chose qui est résilient, c'est un peu l'équivalent de l'or numérique. On va avoir Ethereum qui représente un peu la sous-performance de ce cycle, dans lequel Ethereum est en sous-performance par rapport à BTC, et on attend beaucoup d'Ethereum, c'est quand même la deuxième crypto. Ensuite, on va avoir Solana, Solana qui est la représentation peut-être d'un nouvel Ethereum, sous-entendu un Solana qui pourrait faire l'équivalent d'Ethereum au cycle dernier, donc encore des gros multiples, en restant quand même une des cryptos les plus solides dans ce domaine-là, et qui apporte vraiment une base technologique. Ensuite, on va avoir dans les layers 1, par exemple, du Avalanche, du Phantom, du NIR, du SEI, dans lequel on va avoir peut-être les nouveaux, comme le SEI, les anciens, comme Avalanche, FTM, NIR. Avalanche a une market cap qui est beaucoup plus conséquente, beaucoup plus conservatrice. Phantom, une market cap beaucoup plus basse, et donc forcément plus de risques, mais plus de rendement. On n'oublie pas, risque-rendement. On va avoir NIR, par exemple, qui a une connotation qui est beaucoup plus intelligence artificielle, en plus de la layer 1. Globalement, on a un mix de tout ça. Ensuite, on va avoir les layers 2, dans lesquels on va avoir Paul, qui était anciennement Matic. On va avoir Optimism, Arbitrum, STRK. Est-ce qu'on veut à un moment donné rentrer dedans? Ici, on va avoir des grosses market cap. Dans ces deux-là, on va avoir celle-là aussi, bien évidemment Matic aussi. STRK, quelque chose qui est plus bas, dans lequel on a eu une chute qui a été assez drastique au niveau de l'émission des STRK. On va avoir ensuite des cryptos dans l'intelligence artificielle, comme le Tao, qui est le leader de ce côté-là, dans lequel on a une market cap qui est relativement conséquente, mais c'est plutôt spéculatif, on est autour de l'intelligence artificielle, mais on a quelque chose qui est structuré et structurant de ce côté. On va avoir NIR, qui est une petite connotation, donc on l'a donné tout à l'heure. On va voir ASI, qui est le protocole, en tout cas le regroupement de protocoles, qui regroupe historiquement FET, c'est tout nouveau, hein, FET, AGIX et Océan, d'accord? Donc en l'occurrence, c'est quelque chose qui a fusionné ces trois projets sur le token existant, mais on n'a pas de vision au long terme, en tout cas de roadmap suffisamment conséquent pour pouvoir avoir une véritable visibilité sur l'utilisation du token, donc c'est purement spéculatif. On va voir Golem, qui est une petite market cap, dans lequel on a aussi beaucoup plus de risques. Encore une fois, on n'oublie pas, on a toutes ces questions qui arrivent dans notre tête dans la conception d'un portefeuille. C'est pas juste sélectionner, ah bah tiens, on m'a parlé de Tao, je vais acheter fois 100 de Tao. Bref, peu importe. La réflexion ne se fait pas là, la réflexion se fait dans la composition dedans. Et est-ce que derrière, je ne vais pas tout traiter, mais on va avoir le DePIN, on va avoir le liquid staking, on va avoir le RWR, on va avoir le gaming, globalement peut-être même des nouveaux narratifs qui vont arriver. En l'occurrence, c'est quelque chose qui peut être limite infini, on n'a pas de limite de ce côté-là. Et justement, la représentation, elle est, est-ce que dans mon portefeuille, quel risque je veux prendre, quel narratif je veux prendre, combien
de narratif je veux couvrir et quelle est ma représentation. Sous-entendu, quelle est la volatilité que je veux avoir. La représentation, c'est vraiment, limite, on pourrait dire la volatilité. Et là-dessus, c'est le plus important. C'est-à-dire, est-ce que là, je vais prendre des petites market cap moyennes ou grosses market cap? Quel narratif je vais prendre? La sélection de narratifs. Combien de narratifs? Là-dessus, on est plus dans les alentours de 3 à 4. Et donc, combien de cryptos je vais prendre par narratif? Ici, par exemple, si je sélectionne que ces 4 et que je prends 3 cryptos par narratif, je me retrouve très vite avec 12 cryptos. 12 cryptos, ok, mais si je rajoute par exemple un peu de BTC et d'Ethereum, d'accord, ça sous-entend que très vite, ici, je me retrouve avec 14, 15 cryptos, alors que je couvre déjà les autres narratifs. Et derrière, quelle est la volatilité que je veux avoir? La volatilité sous-entend quel est le pourcentage de BTC, on se souvient de ce que j'ai dit tout à l'heure, quel est le pourcentage de BTC que je veux avoir dans mon portefeuille. Et c'est là où on commence à construire vraiment son portefeuille, à comprendre ce que l'on fait. Si on ne comprend pas ce que l'on fait, ça sous-entend aussi que lorsque l'on va avoir l'émotion qui va arriver, et l'émotion, elle arrive tout le temps, surtout en crypto, quand on va avoir l'émotion qui arrive, ben on sera incapable de faire les bonnes décisions. On va ne pas comprendre ce qu'on a fait, ne pas comprendre ce qu'on a dans le portefeuille, et derrière, peut-être écouter un groupe de personnes qui n'est pas au courant, qui ne comprend pas, ou qui n'a pas de gestion du risque. Le fait de couper une position et de couper une perte, c'est de la gestion du risque. C'est pas le fait de perdre, non, c'est de la gestion du risque. C'est comprendre jusqu'où on est prêt à perdre, et à un moment donné, comprendre le risque d'une position que l'on prend, et une position n'est pas toujours faite pour être gardée ad vitam aeternam. Encore une fois, l'idée, c'est toujours d'avoir cette réflexion-là. Et là, on peut très bien avoir l'émergence de nouveaux narratifs. Et à ce moment-là, il va falloir aller chercher dans les white papers ce qui se passe, savoir qu'est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, et ça, tout ça, ça prend du temps. En effet, vous pouvez aller chercher pas mal d'informations sur CoinMarketCap, dans lequel vous avez la représentation des market cap, savoir si c'est des grosses, des petites, des moyennes, savoir dans quel narratif ils sont. Encore, il faut faire attention, parce que des fois, les narratifs sont très très aléatoires dans CoinMarketCap, il faut avoir au moins une bonne conception de chacun des projets. Ensuite, on peut aller regarder les white papers, mais les white papers restent quand même une promesse, globalement c'est ça, c'est la promesse du protocole, et est-ce qu'ils ont réussi à montrer comment ils allaient réussir à construire ce qu'ils ont promis? Globalement, ça se trouve dans le white paper, et ça se trouve après dans la recherche des réseaux sociaux de ce qui se passe tout autour. Ensuite, on va voir la spéculation. La spéculation, elle est très importante. Globalement, la spéculation, elle est déterminante dans ce qu'est le projet, quelle est la communauté, est-ce qu'il y a un engouement, est-ce qu'il y a de la communication. On n'oublie pas qu'on est dans de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, par exemple, c'est spéculatif, et on doit avoir une phase de spéculation. Les gens, vous comme moi, tout le monde vient peut-être à un moment donné pour la tech ou repart pour la tech, mais vient aussi pour faire de l'argent. Et ça, c'est une réalité. Et la spéculation doit faire partie intégrante de la conception de votre portefeuille. Est-ce que j'ai un portefeuille qui est suffisamment spéculatif par rapport à mes objectifs? Et encore une fois, là-dessus, on revient sur les objectifs. Le temps que vous avez et les objectifs que vous avez, c'est toujours la corrélation entre tout ça. Est-ce que vous voulez être toutes les 5 minutes derrière votre écran, et est-ce que vous voulez avoir peur constamment pour votre portefeuille? Tout ça détermine la construction de votre wallet. Et c'est comme ça que déjà je construirai mon portefeuille. C'est comme ça que déjà j'allouerai mes 10 000 euros, dans lequel j'aurai la représentation de qui je suis. Là-dessus, je pourrais vous donner une représentation, et c'est ce que je vais faire à la fin de cette vidéo-là, mais c'est juste pour vous donner une idée. C'est-à-dire qu'il y a tout ça à réfléchir en amont. Et si vous n'avez pas fait ça, ça veut dire que vous êtes certainement passé à côté de plein d'autres choses. Et à savoir que là, on n'aborde pas la stratégie d'achat, on n'aborde pas la stratégie de vente, et que tout ça sont importants, et ce sont des préparations pour la construction d'investissement, mais aussi la préparation des cycles. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on a des cycles en crypto-monnaie, on a des parties basses, des parties hautes, et chaque construction de portefeuille dépend du moment où on est dans le cycle, du profil, des objectifs, du capital. Tout ça détermine comment on investit 10 000 euros, 100 000 euros, 50 000 euros, peu importe. Et là, dans un exemple qui serait plutôt cohérent à l'heure actuelle, avec 10 000 euros, il serait totalement improbable d'avoir plus de 15 cryptos. On pourrait, mais en l'occurrence, 15 cryptos me paraît être quelque chose qui est à peu près cohérent. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, si jamais la méthode vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, si jamais vous voulez avoir un accompagnement, sachez que vous avez un lien en commentaire en description qui vous permet d'avoir accès à toutes ces informations-là et de pouvoir potentiellement réserver un appel pour avoir un accompagnement. C'est en description en commentaire si ça vous intéresse, c'est le lien marqué méthode. Alors revenons sur ces 15 cryptos. À l'heure actuelle,
Personnellement, j'ai plus tendance à dire que un portefeuille 100% altcoin est quand même très risqué et restera toujours très risqué. Même si on est dans une période où les altcoins ont beaucoup retracé, il faut toujours pour moi avoir une partie BTC. Parce que si on n'a pas de partie BTC, ça sous-entend qu'on oublie totalement quelque chose qui est important, c'est que potentiellement, on pourrait ne pas avoir de altcoin season. Et que le BTC, c'est quelque chose qui est limitant par rapport au fiat, c'est une réponse réelle par rapport à l'argent réel. Et donc pour moi, le BTC doit faire partie d'un portefeuille. Ensuite, il y en a un autre, c'est forcément ETH. ETH, Ethereum, parce qu'il est en sous-performance par rapport à BTC, et qu'Ethereum, c'est une vision technologique réelle, d'accord? C'est-à-dire que c'est la représentation de l'évolution de la blockchain. Ici, Ethereum, c'est la réponse qu'il est en train d'avoir. Et quand on regarde les différents projets, ça se construit où? Ça se construit sur Ethereum. Les gros projets utilisent Ethereum. Qu'est-ce qui est utilisé par Ethereum? BlackRock. BlackRock a construit un projet sur Ethereum, ce n'est pas pour rien. À un moment donné, on ne peut pas construire un portefeuille si on n'a pas de l'Ethereum à un moment donné. Et Ethereum, ça reste, encore une fois, un altcoin. Certes, plus volatile que BTC, moins volatile que le reste, mais on a encore des belles performances à avoir de ce côté-là. Ici, les pourcentages sont à varier en fonction de l'objectif, de la volatilité, de la tolérance et de la construction. C'est sûr que si vous êtes ultra spéculatif, vous n'allez pas vouloir avoir du BTC et de l'Ethereum. Mais encore une fois, est-ce que vous avez, au niveau de vos objectifs, une volonté à avoir autant de rendement que vous visez? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment changer votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à passer à côté du reste? Encore une fois, ça c'est une réflexion qui est propre à chacun. Ensuite, une fois qu'on a cette base BTC Ethereum, on peut se poser la question sur Solana, par exemple. Personnellement, j'aime beaucoup Solana, je suis un fervent défenseur. J'ai été investisseur très early au niveau de Solana quand on était dans les alentours de 1$. J'ai racheté et j'ai hurlé sur la chaîne quand c'était dans les alentours de 9 jusqu'à 12$. Globalement, pour moi, ça fait partie des blockchains qui ont prouvé qu'on peut être sur un Ethereum bis. Ok? Donc Solana a un intérêt. Derrière, si on veut avoir une présence sur Solana sans acheter Solana, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Ce sont des protocoles qui sont construits sur Solana. On pourra avoir, par exemple, de ce côté-là, du JUP, on pourra avoir du Ray, on pourra avoir d'autres typologies de protocoles qui gravitent autour de Solana et qui sont utiles à Solana. On pourra avoir aussi, par exemple, du Néon. Néon, qui est ici un protocole qui s'occupe de faire la liaison entre Solana et Ethereum. D'accord? Donc on pourra avoir des protocoles comme ça où on sait qu'on travaille dans l'écosystème Solana. On n'a pas de Solana ou on a très peu de Solana, mais on a peut-être autre chose qui va bénéficier de l'accélération de Solana. Parce qu'on n'oublie pas que tout est lié de ce côté-là. Je pourrais aussi me dire que je vais aller chercher d'autres cryptos qui sont toujours relativement solides, comme par exemple Avax pour l'avalanche, aller chercher un petit peu ici de volatilité et de risque avec Phantom qui est relativement bas, qui est en sous-performance en général, qui pourrait être intéressant. On pourrait aller chercher, pourquoi pas, des layers 1 qui sont intéressantes et qui sont ici, qui ont montré qu'ils étaient relativement fortes en 2023 et en 2024, avec par exemple le cas de Caspa, dans lequel on va avoir certainement la mise en place de smart contracts, donc il y a une réflexion aussi à avoir dedans dans les layers 1, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Ici, j'irai peut-être après dans quelque chose qui serait un petit peu plus structurel sur un choix au niveau de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, là-dessus, personnellement, je ne suis pas forcément fan de toutes les cryptos, mais en l'occurrence, le Tao commence à avoir une belle place de ce côté-là. On pourrait, pourquoi pas, aller chercher du NIR, on pourrait aller chercher d'autres typologies de projets, mais personnellement, l'IA, j'ai tendance à aller chercher peut-être ailleurs, dans des choses qui sont entre des pins plus IA, qui serait par exemple ici Thunder. Thunder a sa place. IO, par exemple, peut avoir aussi sa place. On pourrait avoir aussi d'autres typologies de protocoles comme du AKT. AKT peut avoir aussi sa place. Dans le DePIN, on pourrait aussi se poser la question sur du Flux et de la NKR. D'accord? On a ici plein de choix en fait dans la construction du DePIN. Encore une fois, l'idée étant de se dire peut-être que dans la construction, je vais avoir une crypto qui est le fer de lance, donc une grosse market cap, une petite market cap, une moyenne market cap. Encore une fois, tout dépend de la construction de votre portefeuille. Et ensuite, on pourrait se dire, est-ce que je vais chercher un autre narratif, d'accord? Parce que là, ça nous fait quand même déjà pas mal de crypto, mais je pourrais avoir un autre narratif dans lequel je pourrais chercher le RWA, d'accord? Tout le monde parle de RWA, je pourrais aller chercher, pourquoi pas, un que j'aime beaucoup, qui est Liquid Staking, d'accord? Donc dans lequel je pense qu'on a une véritable besoin de ce côté-là.
Donc je pourrais chercher une crypto, 2 cryptos de chaque. Mais l'idée, c'est de construire son portefeuille en se disant, ok, bah, je prends 1 à 3 cryptos par narratif, je prends entre 3 et 4 narratifs, et peut-être, soit je prends les top markets, soit je prends une de chaque, d'accord, en fonction du market que je veux, et ici, je vais déterminer ma prise de risque, ce que je veux faire ici. Est-ce que je prends là du risque plus, est-ce que je prends du risque moins, ou est-ce que je prends juste du risque simple? N'oubliez pas que tout ça va mener sur quelque chose qui est important, je le rappelle, le rendement. C'est toujours très très important. En fonction de ce que vous faites, de qui vous êtes, de vos objectifs, la construction de votre portefeuille doit représenter, in fine, et ça c'est toujours la réalité, et c'est là où c'est peut-être compliqué, c'est est-ce que mon portefeuille, je serai capable de vendre? Est-ce que je sais ce que j'ai acheté? Est-ce que je comprends ce que j'ai acheté? Est-ce que j'ai une conscience du risque que je prends? D'accord? Est-ce que j'ai une véritable conscience du risque? C'est vraiment très important. Et derrière, est-ce qu'il va correspondre à mon objectif? Et ne pas se dire, je veux faire le plus possible. Le plus possible n'a aucune vision, en fait, n'a aucune réalité. L'infini n'existe pas. Encore une fois, l'infini est infini. Et donc, comment viser l'infini? Comment vendre l'infini? C'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, c'est là où on se retrouve sur des problématiques de personnes qui n'ont jamais vendu et qui sont toujours en train de se dire qu'ils vont vendre quelque chose qu'ils ne pourront jamais vendre parce qu'ils n'ont pas forcément la psychologie, ni les objectifs, ni derrière le point fixe. Et c'est là où la stratégie générale est essentielle. Et là, encore une fois, on est juste dans la construction du portefeuille. On est juste dans une vision, regardez en dézoom, juste dans une petite vision de ce qu'est la construction du portefeuille. On est parti de quelque chose qui est très important, qui est la notion d'objectif, de pourquoi. Pourquoi vous investissez, et c'est là où en fait où tout commence. C'est là où vous devez déterminer si vous investissez réellement, bah à ce moment-là, il faut prendre le temps de vous former. Que ce soit vous-même, il y a plein d'informations, que ce soit avec une formation, que ce soit vous faire accompagner, que ce soit dans la réflexion générale. Ne faites pas les choses à la va-vite. Prenez le temps, encore une fois. D'accord? Il n'y a rien de pire que de faire des erreurs, de cramer tout son capital et de ne pas pouvoir profiter de ce cycle ou du prochain. Encore une fois, s'il vous plaît, ne soyez pas dans les histoires que j'entends, soyez du bon côté et justement, prenez le temps. J'espère que cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, surtout partagez à tous ceux qui en ont besoin et abonnez-vous si ce type de contenu vous plaît et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.